John Strawbings, Le mystère de l'Arafura, publié en 1912. Lu par Philippe pour Vocalivre. Après avoir soustrait sa fiancée, Charlotte Gladden, aux embûches de ceux qui voulaient lui ravir son immense fortune, John Strawbings était revenu, comme toujours, à San Francisco, son centre d'opération. Le détective cambrioleur, par un scrupule bizarre et inattendu, avait déclaré à sa fiancée qu'il ne l'épouserait que lorsque leurs fortunes respectives équivaudraient. Or, si John Strawbings était possesseur d'un nombre considérable de dollars, il était loin d'atteindre au total fantastique de 180 millions le montant de la fortune de Charlotte Gladden. Cependant, John Strawbings ne désespérait pas d'y parvenir. Spéculer, cela comporte des aléas. Travailler, John Strawbings n'en avait pas le temps. Alors, il fallait trouver quelque opération fructueuse et rapide. John Strawbings, ayant gagné sa villa des environs de San Francisco, se plongea dans ses réflexions. Et pendant quelque temps, nul n'entendit plus parler de lui. Il est avéré qu'un bon Américain ne doit s'étonner de rien, et les citoyens de San Francisco, le diamant de l'Ouest, moins que tous les autres. Pourtant, l'émoi fut grand dans la capitale de la Californie, lorsque quelques jours après le retour de John Strawbings, les journaux apprirent au public que par décision de la Cour suprême de Washington, M. Patrocle Poncsaun venait d'être chargé de vérifier les comptes du gouvernement des îles Philippines. Certes, business are business, et ce n'est pas en jouant de la flûte qu'on parvient à la richesse. Il est certain que, depuis quelque temps, les gouverneurs des Philippines se succédaient fort rapidement, et tous s'en allaient l'escarcelle abondamment garnie. Ils exagéraient, nul doute à ce sujet, mais envoyer Patrocle Poncsaun vérifier leur agissement, cela c'était plutôt drôle. Infortunés Philippins. Si jusque-là ils avaient été écorchés de la vie générale, Patrocle Poncsaun ne leur laisserait même pas les os. Patrocle Poncsaun était un ingénieur de Chicago. Toutes les affaires auxquelles il s'était intéressé avaient fini lamentablement. Pour les actionnaires s'entend. Maintenant, âgé de 60 ans, riche à millions, Poncsaun devenait conseiller technique de la Cour suprême, se reposait de ses anciennes rapines. Pas si anciennes que personne ne s'en souvint. Et c'était cet homme que le gouvernement envoyait pour faire refleurir l'honnêteté. Nombreuses furent les réclamations. Quelques journaux crièrent au scandale. Mais quoi ? Patrocle avait des amis, et sa fortune était considérable. Aussi, moins de 15 jours après l'apparition du décret l'investissant de sa mission, le vieux Forban s'embarquait à San Francisco sur le paquebot Arafura, qui devait le conduire à Manille. Ce que c'est que la puissance et l'argent. Les notabilités de San Francisco tinrent à honneur de venir accompagner jusqu'à la porte de sa cabine le cynique Patrocle. Gouailleur et légèrement méprisant, Patrocle Poncsaun avait surveillé l'installation de ses bagages, grimpa sur la dunette et, s'étant juché sur une banquette, il réclama le silence et harangua la foule. Il obtint d'ailleurs un grand succès. À 5 heures de l'après-midi, l'Arafura, ayant largué ses amarres, s'éloigna lentement du quai, franchit la passe du Golden Gate et fila à toute vitesse vers l'ouest. Une heure plus tard, la cloche du dîner appela les passagers à table. Ainsi que son rang lui donnait le droit, Patrocle Poncsaun, sa haute taille moulée dans un impeccable smoking, prit place aux côtés du capitaine. Pendant tout le repas, détail à noter, le haut fonctionnaire témoigna d'un entrain endiablé. Il mangea abondamment et but encore plus. Aussi, lorsque le dîner finit, Patrocle, un énorme cigare bagué entre les lèvres, remonta sur le pont, était-il légèrement congestionné. « Vous permettez, dit-il au commandant de l'Arafura qui l'accompagnait, je vais chercher quelques cigares dans ma cabine. »« Comment donc, je vous en prie. » Tranquillement, Patrocle descendit dans l'intérieur du navire. Des passagers le croisèrent dans l'escalier. Un garçon l'aperçut marchant à pas lents dans le couloir menant à sa cabine. Une cabine de luxe.
Puis ce fut tout. Debout près de l'entrée du salon, le capitaine, après avoir attendu un quart d'heure Patrocle Portsaoun, pensa, en ne le revoyant pas venir, que l'ingénieur avait changé d'idée et s'était sans doute couché. Il aurait pu me prévenir, grommela-t-il, puis, sans s'inquiéter davantage, il gagna la passerelle. Le lendemain matin, personne ne vit Patrocle Portsaoun. Le garçon chargé de faire la cabine trouva le lit défait et pensa que le vieil ingénieur était sur le pont. À 11 heures, lorsque les passagers furent réunis pour déjeuner, la place de Patrocle Portsaoun resta vide. Ce que voyant, le capitaine envoya un garçon à la recherche du haut fonctionnaire. Le steward revint quelques minutes plus tard. Il avait fouillé cabine et couloir, coursive et promenade, sans rencontrer le disparu. Où était Patrocle Portsaoun? Les passagers, interrogés par le capitaine, affirmèrent tous que, depuis la veille au dîner, l'ingénieur ne s'était plus fait voir. Le capitaine de l'Arafura sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Qu'allait-il devenir si l'on ne retrouvait pas Portsaoun? C'était la destitution à coup sûr. Le malheureux officier pensa à ses enfants sans pain. Il frémit. D'un bond, il fut debout. « Continuez le service, commanda-t-il au maître d'hôtel. Je vais voir moi-même ce qu'est devenu M. Portsaoun. » Le capitaine s'était dressé avec tant de brusquerie que la table trembla, et de la serviette placée sur l'assiette du disparu, une feuille de papier glissa et tomba en tournoyant sur le tapis rouge garnissant le plancher du salon. Le capitaine l'aperçut. D'un seul geste, il s'en saisit et l'examina. C'était, à n'en pas douter, une page provenant d'un carnet de notes. Le capitaine Scott lut. « Commandant, ne vous inquiétez pas de moi. J'ai débarqué cette nuit avec mes bagages. Merci de vos bons soins et à vous revoir. » Et c'était signé Patrocle Portsaoun. « Que le diable m'écorche !» grommela Scott, absolument médusé. « L'animal se de moi !» Des rires fusèrent parmi les belles passagères. Tout confus, Scott lissa ses grosses moustaches et s'écria. « Vous m'excusez, ladies and gentlemen, dit-il. Je suis obligé de vous quitter un instant. » Et sans attendre de réponse, le digne Scott sortit. À son coup de sifflet, le maître d'équipage arriva devant lui. « Vous allez me faire aussitôt fouiller le paquebot de la quille à la pomme d'Emma. Ouvrez les cales, explorez les soutes. Un passager de marque, M. Patrocle Portsaoun, a disparu cette nuit. J'ai la certitude qu'il est à bord. Il faut qu'il se retrouve. Mettez tout l'équipage à sa recherche. »« Bien, commandant !» Resté seul, le capitaine Scott gagna sa cabine où il fit servir à déjeuner. Il était trop préoccupé pour consentir à subir les interrogations des passagers. Tout en mangeant, il réfléchit où pouvait bien être passé l'ingénieur. Et que signifiait cette plaisanterie d'un goût médiocre? Scott n'en revenait pas. Inquiet et furieux, il expédia rapidement son repas et grimpa sur la passerelle. Comme il y arrivait, il s'aperçut que, dans sa précipitation, il avait oublié sa casquette. En plein midi, par 25 degrés de latitude, ce n'était pas le moment. Scott dégringola les échelons de bois et bondit dans sa cabine. Mais, comme il avançait la main pour saisir son couvre-chef, il faillit s'écrouler de saisissement. Un morceau de papier de même dimension et vraisemblablement de même provenance que celui trouvé sous la serviette du disparu était épinglé à sa casquette. Fébrilement, Scott s'en empara. « Inutile de me chercher, capitaine. Je n'y suis pour personne. Y était-il écrit ?» Du coup, Scott se demanda s'il ne devenait pas fou. Pendant quelques instants, il flaira le morceau de papier et regarda autour de lui d'un air à la fois effaré et furieux, comme prêt à sauter à la gorge de quelqu'un. Enfin, ayant repris son sang-froid, l'officier enfonça d'une tape rageuse sa casquette sur son crâne et, tenant toujours à la main le mystérieux papier, sortit de sa cabine. Sur le pont,
il se heurta au maître d'équipage qui lui dit « Commandant, Monsieur Portsaoun demeure introuvable. J'ai fait fouiller les soutes et les cales. Rien. » « Et ses bagages ?» s'écria Scott, pris d'une idée subite. « Mais ils sont dans la cale, » répondit le maître d'équipage. « Allons voir. » En quelques minutes, les deux hommes gagnèrent la soute, où se trouvaient remisés les bagages des passagers. Ils aperçurent, intactes, les luxueuses malles de Patrocle Portsaoun. Le capitaine Scott, en s'approchant pour mieux les examiner, trébucha, et voulant se retenir, s'accrocha à la poignée de l'une d'elles. Mais l'énorme malle, entraînée elle-même, tomba sur le plancher. Scott lâcha un juron formidable. Il se releva, tout poussiéreux. « Que le diable me rôtisse !» grommela-t-il. « Cette malle est vide. » C'était vrai, et toutes les autres aussi. Il fut facile de s'en assurer à leur légèreté. Dominant son ahurissement, le capitaine Scott examina les serrures de cuivre. Intactes. Le vieux marin hocha la tête. Il n'y comprenait rien. « Continuez les recherches, dit-il au maître d'équipage. Vous m'aviserez dès que vous aurez quelque chose de nouveau. Notre homme est à bord, c'est certain. » C'était bien l'avis du maître d'équipage. À la suite de Scott, il remonta sur le pont et s'activa à retrouver le mystérieux disparu, mais sans succès. Après 18 jours de traversée, l'Arafura mouilla dans la baie de Manille, sans que Patrocle Portsaoun ait été retrouvé. Le capitaine Scott, persuadé que le disparu n'avait pas quitté le navire, fit surveiller étroitement le débarquement des passagers, et tint lui-même à les dévisager l'un après l'autre à mesure qu'ils quittaient le navire. Debout au pied de l'échelle, un cigare en bouche, il se livrait à cette occupation lorsqu'un télégraphiste arriva devant lui. « Le capitaine Scott ? » ?»« C'est moi. Une dépêche de San Francisco. »« Merci. » Scott décacheta le télégramme et, l'ayant parcouru, dut se retenir à la rambarde pour ne pas choir. « Excusez-moi, capitaine, d'avoir manqué le départ à San Francisco. J'ai été retenu par une affaire urgente. Je le regrette, car j'aurais aimé faire le voyage avec vous. Ce sera pour une autre fois. Cordialité. Patrocle Portsaoun. » Pourtant, Monsieur Patrocle Portsaoun s'était bien embarqué sur l'Arafura. Nul doute à ce sujet. Les passagers pouvaient en témoigner. Telles furent les pensées du capitaine Scott une fois revenu de son saisissement. D'ailleurs, la meilleure preuve étaient les 2 feuilles de son carnet trouvées sur la table et sur la casquette de Scott. Le capitaine de l'Arafura les avait encore examinées le matin même et les avait soigneusement serrées dans son portefeuille. Il voulut les revoir. Elles n'y étaient plus. Scott resta sans force. Du coup, il renonçait à savoir. Il se désintéressait de l'affaire. Puisque Patrocle Portsaoun était à San Francisco, qu'il y resta. Tout était pour le mieux. Quant à lui, Scott, il allait penser à autre chose. En raisonnant ainsi, il prouvait sa sagesse. Car il eût été bien difficile de se douter de ce qui s'était passé. Le soir du départ de San Francisco, Patrocle Portsaoun, après avoir prié Scott de l'attendre un instant, s'était dirigé vers sa cabine afin d'y prendre quelques cigares. Délibérément, l'ingénieur en ouvrit la porte et, fidèle à de vieilles habitudes de prudence, il la referma sitôt entré. Sa main quittait à peine la poignée de cuivre ciselée qu'il se sentit pris à la gorge. Il râla, voulut se débattre, mais ses bras, aussitôt immobilisés, furent instantanément ligotés, ses jambes de même. Au moment où Portsaoun allait succomber à l'asphyxie, l'étau humain lâcha sa gorge. Le vieil ingénieur aspira goulûment une gorgée d'air, puis voulut crier. Mais un bâillon de caoutchouc instantanément appliqué l'en empêcha. Les yeux agrandis par la terreur, il aperçut 2 hommes à ses côtés. En l'un d'eux, il reconnut un des stewards du paquebot. L'autre était revêtu d'un étrange costume de caoutchouc rouge, visiblement trop ample pour lui. À sa ceinture pendaient plusieurs objets assez semblables à des oranges. De grosses lunettes, pareilles à celles dont se servent les chauffeurs d'automobile, cachaient ses yeux. Cet homme,
si bizarrement vêtu, était tout simplement John Strobings. Il dit à voix basse. « Là, voilà qui est fait. Fouille-moi consciencieusement cette vieille fripouille, Renaud. » Ce dernier s'empressa d'effectuer l'opération indiquée, tandis que John Strobings donnait un tour de clé à la serrure. Malgré sa résistance, Port Saoun fut, en un clin d'œil, délesté de tout ce que ses poches contenaient. John Strobings s'en saisit. « Veille derrière la porte, dit-il à Renaud. Puis, il s'occupa sans délai à inventorier, à la lueur de l'ampoule électrique brillant au plafond, le contenu du portefeuille de Patrocle Port Saoun, et, au fur et à mesure que ses recherches avançaient, il poussait des petits claquements de langue satisfaits. En quelques minutes, il eut terminé. « Cher monsieur Port Saoun, dit-il au prisonnier en se tournant vers lui, je me félicite vraiment de l'heureuse circonstance qui nous réunit. Depuis longtemps, je vous soupçonnais de vagues tripotages avec votre ami le maire de San Francisco. Voici que j'en ai la preuve. Quelle imprudence fut la vôtre de garder sur vous des papiers aussi compromettants. Je vous avouerai que je m'attendais à les trouver. Ils sont aussi accablants pour vous que pour votre ami Brock. Alors, comme on ne sait jamais ce qui peut arriver, vous avez gardé par-devers vous une bonne arme. Il faut être prudent, mais pas trop. Je résume, nous n'avons pas le temps de rester ici. Les papiers que vous venez de me fournir prouvent vos concussions. Vol, collation et faux. Oh, je ne vous fais pas la morale. Loin de moi pareille pensée. Je veux seulement vous prévenir d'avoir à m'obéir, étant donné qu'au moindre mouvement, au moindre cri de votre part, je livre le tout à la justice. Entendu? Hein? Bon. Et ce disant, John Strobings, d'un poignard tiré de sa ceinture, trancha les liens retenant les bras de Patrocle Port Saoun. Puis, il saisit un carnet appartenant à l'ingénieur et, le tendant à ce dernier, lui dit « Prenez le crayon attaché au calepin et écrivez sur une feuille. Commandant, ne vous inquiétez pas de moi. J'ai débarqué cette nuit avec mes bagages. Merci de vos bons soins et à vous revoir. Là, maintenant signez. Et ne me regardez pas avec ces yeux de merlan bouilli. Tournez la page et écrivez. Inutile de me chercher, je n'y suis pour personne. Et signez. Merci. Attache-lui les mains, Renaud. » Tandis que Renaud se livrait à cette opération, John Strobings arracha les 2 pages du carnet de Patrocle et les posa sur une table en disant « Tiens, Renaud, tu distribueras ces 2 lettres en temps opportun. » John Strobings réunit soigneusement dans le portefeuille les documents qu'il avait examinés et inséra le portefeuille dans une poche imperméable de son vêtement de caoutchouc. « Tu y es, Renaud? Le temps presse. Je vais filer. Allons-y. » Les 2 hommes se baissèrent et, ayant soulevé le divan qui occupait un des côtés de la cabine, en tirèrent un énorme sac de caoutchouc. Port Saoun y fut enfermé jusqu'au cou. Cette opération terminée, John Strobings attira à sa bouche un des pans de son étrange vêtement, une valve s'y trouvait. John Strobings l'introduisit entre ses lèvres et souffla de toutes ses forces. Peu à peu, le vêtement se gonfla autour du corps du détective cambrioleur, qui ressembla bientôt à un de ces énormes ballons de baudruche représentant de grotesques sujets et qu'on lance gonflés de gaz lors des réjouissances populaires. « Quelle heure, Renaud » demanda-t-il. « 9h20. C'est le moment. » Renaud avait autour de ses reins une longue ceinture de soie. Il la déroula et en fixa une des extrémités autour du corps de Port Saoun terrifié. Puis, par le large hublot placé le long de la couchette où le prisonnier était étendu, il fit glisser doucement l'ingénieur le long de la muraille du navire. « Lâche tout, » dit Strobings. « À San Francisco. Et n'oublie pas mes recommandations. »« Entendu, » fit Renaud en lâchant la ceinture. Un léger bruit s'entendit. Au même instant, Strobings, aidé de Renaud, grimpait sur la couchette et, à la suite de Patrocle, franchissait le hublot et se précipitait à la mer. En quelques brasses, il eut rejoint l'ingénieur qui, grâce au flotteur de caoutchouc, surnageait comme une bouée. Aidé d'un poignard, il lui enleva son bâillon.
« Mais nous allons périr !» s'écria Port Saoun, dès qu'il put parler. « Chut! Ne vous inquiétez pas de cela. » La nuit était noire. Au ciel, pas une étoile. Vers l'ouest, les lueurs produites par le paquebot s'éloignaient rapidement. John Strobings se tourna vers l'Orient comme s'il espérait voir surgir quelque chose. Son attente fut courte. Après 10 minutes d'observation, il aperçut les feux d'un navire s'approchant à petite vitesse. Il tira alors de sa ceinture un des étranges globes qui étaient fixés. C'étaient des grenades d'acétylite. John Strobings en perça une de la pointe de son poignard et la lança à quelques mètres de lui. Une lueur blanche en jaillit aussitôt, indiquant au navire la position des naufragés. À quelques minutes d'intervalle, John Strobings lança une deuxième grenade, puis une troisième. Mais on l'avait vu du navire, et un quart d'heure plus tard, une élégante baleinière arrivait auprès des deux hommes. Ils furent aussitôt hissés à bord. En quelques mouvements rapides, John Strobings eut au fait de se débarrasser de son vêtement de caoutchouc. Il apparut vêtu d'un costume de cheviote bleu. « Ouf !» dit-il à l'officier commandant la baleinière, tandis que les marins ramaient vers le navire, dont on apercevait à environ 1 mille la silhouette noire. « Vous êtes arrivé vite. Félicitations. Surveillez-moi l'oiseau. » La baleinière accosta bientôt le bâtiment. Souple et léger, John Strobings empoigna la rambarde de l'échelle et, en quelques bonds, arriva sur le pont. Il était sur un yacht. « Coucou !» À la coupée, le commandant l'attendait. « Complète réussite, mon cher, » lui dit John Strobings. « Faites mener l'oiseau dans ma cabine et en route pour Frisco. » L'officier s'inclina. John Strobings, ayant gagné sa cabine, la plus belle du bord, avala coup sur coup plusieurs verres d'eau fraîche et s'étant laissé tomber sur un divan, alluma une fine cigarette et attendit. Pas longtemps. Presque aussitôt la porte s'ouvrit et laissa passer 2 matelots portant l'honorable Patrocle Port Saoun. « Déposez ça là, » fit John Strobings, et filez. Les marins obéirent. Le détective cambrioleur resta seul avec le vieil ingénieur. « Eh bien, ça s'est bien passé. Nous voilà rendus. Sachez, cher monsieur, que vous êtes l'hôte de John Strobings. Ne craignez donc rien. Un hôte est sacré pour moi. Il y a longtemps que je voulais avoir une petite conversation avec vous. Que voulez-vous? Chacun a son ambition. Ah, ça a été difficile, je l'avoue. Vraiment, j'ai essayé de pénétrer dans votre maison de Montgomery Avenue. Vainement. J'ai tenté de vous faire enlever par mes hommes. J'ai dû y renoncer. Vous étiez entouré d'une telle armée de détectives que j'aurais dû livrer bataille. Et je vous le dis, cela me répugne de verser le sang. Je suis un homme pacifique. Patrocle Port Saoun, gisant, ligoté comme un saucisson sur l'épais tapis, n'avait pas perdu son assurance. Il répondit. « Dites donc, je commence à être courbaturé. Il me semble que je serais mieux sur ce divan pour vous écouter. » J'y pensais. Vos désirs pour moi sont des ordres, cher monsieur. Et John Strobings, souriant, trancha les liens du prisonnier et l'aida à s'asseoir sur le canapé. Toutefois, je vous préviens qu'il est inutile d'essayer de vous évader. Oh, n'ayez crainte. Bon, vous êtes en mon pouvoir. De plus, je détiens certains papiers, pris sur vous, me permettant de vous envoyer au bagne. Somme toute, je possède votre liberté. Et les documents, je les garde. Votre liberté, je vous la donne, pour rien. Demain, au jour, nous serons à San Francisco. Vous serez libre. Vous irez à l'United Bank, où sont déposés vos fonds et vos valeurs, et vous vous ferez donner 2 millions de dollars en banknotes. Ça, c'est ma part. Vous me les remettrez à moi-même, je vous attendrai. Et n'essayez pas de me faire arrêter. Vos précieux papiers seraient aussitôt remis à qui de droit. De plus, vous verserez 100 000 dollars aux pauvres de San Francisco, 200 000 à l'Institut des aveugles. Il vous restera environ, je connais vos affaires, 100 000 dollars. C'est suffisant, d'autant plus que vous allez partir aux Philippines. Est-ce entendu? Patrocle Port Saoun regarda son interlocuteur. Il comprit que John Strobings serait inflexible. « Conclu, dit-il. C'est pourquoi
Le jour suivant, John Strobings fut plus riche de 2 millions de dollars, tout en ayant fait bénéficier les malheureux du succès de son entreprise. Un mois après, Patrocle Port Saund partait pour les Philippines, où il sut récupérer largement l'argent perdu. Et vite. Et nul ne sait jamais expliquer ce qui se passa à bord de l'Arafura. Le capitaine Scott, moins que tous les autres.